dans la question qui est posée, il y a d'abord la situation un peu globale qui impacte de fait l'école, puisqu'on considère dans notre fédération que l'école est à l'image de la société. Donc, à la fois sur ses fragilités, aussi sur ses réussites, sur ses échecs, sur sa puissance aussi, et aussi ses faiblesses. Donc, il n'est pas innocent, de regarder, comment s'est fait la gestion de la crise, de la pandémie et du Covid-19 en France, et notamment, au regard de ces aspects-là, c'est-à-dire les réussites et les échecs, ou aussi, les incapacités qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs. D'abord, dans le contexte général, il y a eu, des différences de rapidité de réaction qui sont liées aussi, aux synergies, qui existent en France. Je m'explique. Dans un premier temps, quand notre fédération, à travers moi-même, puisque j'en assume le porte-parole là, avons, a comment dire? Annoncé, la difficulté dans laquelle allait être la France, à la fois en termes d'impact du coronavirus, mais aussi par rapport aux réactions à avoir de la part de la puissance publique. La première réaction a été le déni. Le déni, à savoir, on m'accusait d'ailleurs parfois, excusez-moi, on accusait la FCPE pour le coup, d'être dans la psychose, dans le catastrophisme, et in fine, de provoquer, des effets contraires à ce qui est nécessaire pour gérer la crise psychologiquement et notamment au regard de l'opinion publique. Heu, ça a montré pour nous, une difficulté en fait entre les différents ministères à communiquer entre eux. Pourquoi je dis ça? C'est que, nous avons, à la FCPE, une représentation assez forte, chez les Français de l'étranger qui sont scolarisés à l'échelle de toute la planète, dans les lycées, les établissements qui sont habilités, notamment dans le cadre de la l'AEFE, qui, clairement dispensent l'école aux Français de l'étranger, mais aussi, aux locaux, qui utilisent le système français, pour scolariser leurs enfants. Et tout de suite, nous avons cru, à travers nos représentations, notamment en Asie du Sud-Est, et pas seulement, aussi dans certains pays européens et notamment l'Italie, que le Covid allait taper très durement et que les mesures allaient être très drastiques parce que celles qui ont résisté le mieux, les pays qui ont résisté le mieux, sont ceux qui ont connu la crise du SRAS. Et pour ces raisons-là, ont eu des réactions très rapides, à la fois en termes de confinement, d'utilisation de masques, de gel hydroalcoolique, de toutes les moyens techniques pour pouvoir répondre en fait à contraindre la contagion, simplement, dans des espaces qui devaient être contrôlés. La Chine n'a pas échappé à cette situation-là, et d'autres pays qui sont des îles, qui aujourd'hui défraient la conique comme Singapour, et cetera, ont été dans cette réaction immédiate parce qu'ils avaient déjà entretenu, des réactions organisées et sous l'égide de la puissance publique. Je m'explique. En France, on a fait le choix de, par exemple, essentiellement, baser la réaction médicale à travers l'hôpital. Ça n'a pas été le cas partout. C'est-à-dire que la médecine de ville a permis de faire le tri des malades en amont, de mettre les gens à l'hôpital, ce qui a permis de mettre en place des systèmes de confinement et de prise, en charge des malades bien avant que ça se généralise aussi rapidement que ça peut être le cas en Italie, en France et dans les pays, entre guillemets, excusez-moi de le dire, «occidentaux». Est-ce qu'il y a eu du dédain par rapport à ces pays qu'on regarde de très loin, parfois y compris avec un regard un peu colonial, disons-le très tranquillement? Peut-être. Mais en tout cas, comme je ne suis pas dans une posture moralisante, de posture tout simplement, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse de voir, c'est, comment est-ce que la France finalement a été en retard par rapport à la réaction, parce que le système institutionnel français est en retard pour pouvoir répondre aux urgences. Et ça, on le voyait déjà avant le Covid. Quand, la France désorganise sa médecine scolaire, quand la France désorganise, les psychologues scolaires qui sont en charge de prendre qui sont dont le rôle est de prendre en charge le moral, des enfants, qui sont affectés, par exemple par la maladie et aujourd'hui par le deuil, on voit bien que le détricotage, d'une partie du service public a été un vrai frein pour permettre une réaction rapide et surtout des analyses objectives internes à la puissance publique qui permettent de réagir rapidement et en coordination. C'est-à-dire que le détricotage, à la fois en termes de sens, mais aussi d'effectifs, au cœur du service public, n'a pas permis d'avoir les informations correctes et adaptées avec des retours de terrain suffisamment rapidement pour que la puissance publique au niveau national
puisse entreprendre un plan d'action et un plan de réaction coordonné qui soit en charge de faire face sérieusement, correctement et dans l'urgence à ce qui allait devenir une pandémie nationale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle, nous, le syndrome de Tchernobyl. C'est-à-dire de penser que la France est en dehors du monde et que, comme le nuage de Tchernobyl en son temps, les nuages radioactifs allaient s'arrêter aux frontières de la France. On a été très tributaire de cette culture-là, de cette logique-là, comme si tout à coup, la France était meilleure que les autres. La France n'avait pas de leçons à recevoir, au contraire, elle devait en donner, avec ses spécialistes, avec ses mesures, avec ses droits de l'homme, etc., etc. Tout ce qu'on a pu entendre dans les médias et véhiculé en particulier par la parole publique, hein, qui ont laissé entendre à la population que ça serait partout sauf chez nous. Et ça, c'est deux aspects qui ont été très déstructurants pour la réaction. L'aspect culturel de la place que nous pensons avoir dans le monde et la faiblesse des relations qui empêchaient des réactions rapides entre les capacités du service public à endiguer une épidémie et la capacité de la puissance publique jusqu'au plus haut sommet de l'État à utiliser cette puissance publique en réaction, puisque depuis des années, on a préféré, sur le champ législatif, mais aussi sur le champ médical, c'est-à-dire sur le champ du service public, de, entre guillemets, privatiser la réaction aux difficultés. Quand je dis privatisation, ce n'est pas simplement un problème économique. Ce que je dis dans privatisation, c'est aussi le fait que quand vous êtes parent, par exemple, et que vous avez un gamin qui ne peut pas, par exemple, avoir un rendez-vous avec le psychologue scolaire parce qu'il n'y en a pas, eh ben, c'est les parents qui mettent la main à la poche pour payer un psychologue dans le privé. Quand vous avez un gamin qui a cours, mais que l'absence de l'enseignant n'est pas remplacée, c'est les parents qui mettent les mains à la poche pour payer des cours particuliers, privés évidemment, pour faire face en fait à l'incurie du service public. Et là, on rentre dans une difficulté supplémentaire, parce que à la fois les moyens humains, matériels et financiers ne sont pas au rendez-vous, la réaction de la puissance publique ne peut pas s'appuyer culturellement sur le service public, et pour autant, le seul outil qui a permis de réagir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible aussi, a été la puissance publique à travers ses services publics. Et là, on rentre dans une contradiction. On rentre dans une contradiction parce que pour le coup, les services publics qui sont composés essentiellement de fonctionnaires de l'État, qui avaient subi un bashing culturel qui sert à rien, la privatisation qui est plus efficace, etc., on se rend compte en fait que ce bashing a eu un moment de latence parce que confier la vie de personnes qui sont malades à des services publics qui ont été détricotés culturellement comme étant les seuls à pouvoir faire face à la pandémie, il a fallu un gap d'adaptation. Et pour autant, on se rend compte qu'il y avait un sentiment très ancré dans notre pays qui faisait en sorte d'accepter, de penser et de croire que la puissance publique, en particulier les hôpitaux, étaient les mieux à même de pouvoir répondre à cette pandémie. Et finalement, ce sont les unités autonomes de services publics qui ont réagi de façon plus organisée et de façon plus efficace que l'attente qui devait émaner du plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que les services publics sur le terrain, entre guillemets, les hôpitaux, les écoles, etc., ont une réaction beaucoup plus rapide dans leur fonctionnement et dans leurs procédures que l'ordre qui a été donné par la puissance publique en soi. Ce décalage dans le temps a été compensé par les salariés, par les travailleurs, les fonctionnaires, y compris ceux qui bossent chez Carrefour, ceux qui font les livraisons à domicile, les smicards d'une certaine façon, ceux qui conduisent les trains, ceux qui font le ménage aussi dans les écoles, dans les établissements et dans les entreprises. C'est ce monde de smicards qui a permis en fait à la France de résister le temps que la puissance publique prenne le temps de s'organiser. Et ça, on l'a ressenti de plein de fois dans l'école. On l'a ressenti de plein de fois dans l'école parce que quand la puissance publique réagit, elle a plus à thème et plus à corps de lancer des mots d'ordre un peu sous une forme de marketing qu'on a identifié sous le cadre de continuité pédagogique, de l'école à la maison, etc., qui étaient plus des éléments de langage pour s'adresser à l'opinion que réellement est efficace par rapport à ce que devait devenir l'école dans une période de confinement et dans une période de pandémie. Ce n'est pas vrai que la continuité pédagogique a fonctionné, parce que simplement l'école française, d'une façon générale et globale, ne sait pas, parce que les enseignants ne sont pas formés à l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, c'est un métier, c'est la particularité du CNED, et aussi
dans le cadre de l'enseignement aux Français de l'étranger, ce qui a mis en place avec des moyens renforcés les missions laïques. C'est-à-dire que toutes ces expériences-là qui existent en France n'ont pas été sollicitées parce que la volonté a été de continuer à faire semblant, à continuer à laisser entendre que les choses étaient sous contrôle et de poursuivre l'école comme si la période de pandémie allait être une parenthèse dans la vie de notre pays et qu'une fois la parenthèse passée, la vie allait reprendre comme avant. Et ce n'est pas la réalité et ce ne sera pas non plus la réalité. Parce que nous avons tous appris de cette période de confinement. Les élèves ont appris à l'autonomie, autant que faire se peut. Les enseignants ont appris à travailler avec les parents, c'est-à-dire qu'on va sortir de ces représentations où les parents ne sont là que pour être les poils à gratter, ou comme disaient certains, deux enseignants qui ont écrit un bouquin, les casse-couilles de l'éducation nationale. Excusez-moi, c'est pas mon expression, c'est l'expression de ceux qui ont écrit ce livre-là et qui ne les engagent que. Les parents ont appris de leur côté aussi que enseigner, c'est un métier, et qu'en l'occurrence, ce n'était pas le leur. Et dans cette situation-là, on a bien vu les limites de la capacité des parents à pouvoir assurer l'école à la maison et de compenser ce qui pouvait être compensable. Je m'explique. Les parents qui étaient en télétravail sont évidemment dans l'impossibilité de pouvoir faire la classe à la maison. D'ailleurs, ce n'est pas leur métier. La seule responsabilité qu'ont les parents, c'était d'assurer que les enfants, en temps normal ou en temps de confinement, mettent leurs enfants dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir garder les enseignements. Sauf que dans cette période-là, ce ne sont pas les enseignements qui ont pris le dessus, mais les relations et les liens entre l'enseignant et l'élève, y compris des liens affectifs. Et dans cette période-là, je disais qu'on avait tous appris, parce qu'y compris il y a des élèves qui ont enseigné, qui ont appris à leurs enseignants à utiliser par exemple des logiciels comme Discord, Skype, Zoom, tous des logiciels en fait qu'ils utilisaient déjà dans leur vie quotidienne avant le confinement et qu'ils ont mis à disposition de la classe pour pouvoir améliorer le lien et essayer de ne pas perdre pied dans la période de confinement dans laquelle on était, dans cette continuité pédagogique qui en réalité n'a jamais vraiment existé. Euh, voilà un peu les premiers éléments que je peux apporter à cette forme de gestion de crise. Maintenant, on est dans une autre étape. On est dans une étape dans laquelle, globalement, la démerde, excusez-moi de parler comme ça, a pris un peu le dessus. Les ruptures numériques qui existaient ont été plus ou moins compensées avec les relations de voisinage, avec les relations entre parents, avec les relations entre enseignants, voilà, y compris il y a eu des injonctions contradictoires venant de l'éducation nationale, disant qu'il fallait rester confiné et faire les gestes barrières, mais pour autant, on demandait aux parents de venir chercher, donc de rompre le confinement, de venir chercher des documents écrits en papier et imprimés à l'école en temps de confinement. Donc il y a eu plein de choses qui montraient que on ne savait pas trop où on allait en fait. Et c'est bien normal puisque la France ne savait pas vivre en confinement. Et d'une certaine façon, elle a appris. Elle a appris à vivre comme aujourd'hui l'Asie du Sud-Est sait faire et qu'elle a appris à faire au moment du SRAS. Donc, du bon peut sortir de tout ça. Du bon peut sortir de tout ça parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont gagné aussi dans la séquence. C'est-à-dire que cette France du chacun pour soi, de l'opposition des uns contre les autres, des corporatismes, des postures, n'ont pas résisté en fait face à la solidarité qui s'est mise en place et face à ce besoin et ce désir de puissance publique, d'État, de service public d'une certaine façon. Donc il y a des réelles opportunités aujourd'hui à se projeter différemment, à se projeter culturellement sur autre chose. Et notamment, dans ce que je dis là, c'est que l'école française qui se construit pour les élèves qui vont bien, c'est-à-dire une image de ces élèves qui vont bien, qui ont des bonnes notes, comme dit le ministre, d'une certaine façon, qui se tiennent bien en classe, qui chantent la Marseillaise, qui font des chorales, qui sont dans le service civique, qui s'inscrivent pour le SNU, par exemple, etc. Tout ça n'a pas résisté parce que l'école française ne se construit pas pour les élèves les plus fragiles. L'école française a des dispositifs pour s'occuper des plus fragiles, mais un dispositif, ça ne fait pas un système. Et l'enjeu est là. L'enjeu consiste à dire que pour la suite, il va falloir changer la grammaire de l'école. C'est-à-dire que pour que l'école française réponde à sa mission républicaine, d'égalité, de fraternité, de liberté, etc., il va falloir qu'elle inverse sa grammaire, c'est-à-dire qu'elle doit d'abord devoir se construire autour des élèves les plus fragiles, parce que si elle se construit pour les élèves les plus fragiles, elle se construira aussi pour les élèves qui vont bien.
Et c'est bien ça qui change. C'est bien cette nécessité qui change. Quand je dis élèves les plus fragiles, c'est pas seulement les élèves qui sont dans des familles en précarité sociale, qui sont pauvres, qui habitent dans les cités, ou dans la ruralité, en extrême pauvreté. C'est aussi les enfants qui sont porteurs de handicap, qui ont besoin de leur AVS, qui ont besoin de leur accompagnant pour pouvoir suivre une scolarité en classe banale, et c'est nécessaire. L'Italie est très précurseur sur cet aspect-là. Nos voisins italiens prennent la question du handicap des affections mentales comme étant au cœur du dispositif scolaire, mettant les moyens d'ailleurs en termes d'enseignants et de suivi psychologique, etc., et de spécialistes sur la question. C'est aussi les enfants, par exemple, dont les parents divorcent, qui peuvent avoir un coup de mou dans l'année, mais qui, s'ils n'ont pas le psychologue scolaire ou la CPE suffisamment formée et attentive, peuvent très vite perdre pied. C'est les enfants qui sont les enfants de l'ASE, dont les éducateurs dans les centres d'accueil ont tiré la sonnette d'alarme très tôt sur l'enfer qui étaient devenus les centres d'accueil, les situations de violence que subissaient les enfants. Ce sont évidemment les enfants qui sont victimes de violences scolaires, qui aujourd'hui se manifestaient aussi, violences scolaires, je dis, parce que l'école n'est pas dimensionnée pour prendre en charge les enfants qui sont victimes de violences familiales. Prendre en charge des enfants qui sont victimes de violences familiales, c'est un métier. Il faut pouvoir faire émerger la parole de cet enfant-là, et faire émerger la parole, ce n'est pas le travail des enseignants. Le travail, faire émerger cette parole et une prise en charge, c'est un travail évidemment de psychologue scolaire, d'assistante sociale, d'éducateurs spécialisés, de juges pour enfants, s'il faut prononcer un éloignement. Et toute cette non prise en charge de fragilité à l'école, parce que ça ne fait pas un système, quand les dispositifs n'existent pas, eh ben, on ne peut plus porter d'attention à ces enfants-là. Et la difficulté qu'on a dans cette situation-là, c'est que, ne pouvant pas prendre en charge ces enfants qui étaient en fragilité, eh ben, en fait, ils sont livrés eux-mêmes. Et là, on rentre dans un problème éminemment difficile à résoudre, parce que c'est toute l'ambiguïté qu'a entretenu le ministère de l'Éducation nationale depuis quelques années, où on fait jouer à l'école, un rôle qui n'est pas le sien. Quand on a eu toute cette vague de conseils de discipline, d'uniformes, de vision très passéiste en fait de l'école, où l'école devenait un tribunal pour enfants à travers les conseils de discipline qui étaient souvent d'ailleurs cassés en commission d'appel, des jugements avec des entorses au droit évidentes. Et ben en fait, on a fait jouer aux chefs d'établissement notamment le rôle de juge pour enfants. On a fait jouer aux enseignants le rôle d'assistante sociale, le rôle d'éducateur spécialisé, le rôle aussi de toutes ces personnes qui prennent en charge les enfants avant qu'ils rentrent en déviance. Et ce n'est pas le rôle de l'école de faire ça, parce que ce n'est pas le métier des enseignants. Donc se pose la question aussi de la place de ces professionnels des fragilités, je vais appeler ça comme ça, dans l'école. Parce qu'aujourd'hui, ils n'y sont pas. Aujourd'hui, l'école qui doit prendre en compte ces fragilités doit travailler autrement que dans des dispositifs et dans des signalements, mais accueillir dans son sein toutes les personnes dont c'est le métier que de prendre en charge ces fragilités, parce que si on les prend en charge dans l'école, elles pourront aussi se prendre en charge dans la classe. Ce qui veut dire que ça va énormément soulager les enseignants. Parce que quand un enseignant a dans sa classe un gamin qui est porteur de handicap, qui n'a pas de personnel spécialisé pour l'aider, ça peut vite devenir l'enfer pour lui. Quand vous avez un enseignant qui, dans sa classe, a un gamin qui se prostitue, c'est pas son métier que de prendre en charge cet enfant-là. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 8000 enfants qui se prostituent à partir du collège jusqu'au lycée. Donc, toutes ces choses-là, où j'ai l'impression d'être en mode catastrophiste, s'invitent à l'école. C'est pour ça que ces spécialistes-là qui ont à charge professionnellement, parce qu'ils sont formés pour cela, doivent se retrouver dans l'école, parce qu'on fait porter aux enseignants une charge psychologique et mentale qui est trop violente pour eux et qui les empêche de faire leur cœur du métier, c'est-à-dire enseigner. Et c'est bien cela aujourd'hui la limite de l'exercice. C'est qu'on demande, y compris en période de confinement et de sortie de déconfinement, de faire porter aux enseignants une responsabilité qui n'est pas la leur. Si on ouvre les classes le 11 mai, alors que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir éviter que l'école soit pointée du doigt comme étant le nouveau foyer d'infection et de contamination de l'ensemble du pays, ce sont les enseignants qui vont être en première ligne pour dire c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à pas reprendre l'école. Donc tout le monde est bousculé, tout le monde est interrogé, tout le monde est violenté, parce que le yaka faucon qu'on peut décider, on va dire à Paris,
dans les assemblées parlementaires ou dans les ministères dans le 7e arrondissement de Paris, parce que tout le monde est dans le 7e arrondissement de Paris, en fait, dans cette histoire-là, ça va se heurter de plein fouet avec les réalités de terrain et mettre en difficulté les gens qui seront sur le terrain, ou alors créer des situations de déni, de refus de scolariser les enfants, et donc de inverser les rôles, de faire porter à la communauté éducative, aux enseignants, aux parents, aux élèves, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux maires, aux associations de quartier, etc., la responsabilité d'avoir refusé d'ouvrir une école alors que ce n'est pas leur responsabilité. Cette inversion des rôles, où on fait prendre à l'autre la responsabilité qui est celle des pouvoirs publics, n'est pas une bonne façon de fonctionner, parce qu'elle ne fait que créer des incompréhensions, elle ne fait que créer des refus de dialogue, et ne fait que créer en fait des techniques d'instrumentalisation qui s'adressent non pas pour assurer l'école pour les enfants, mais qui s'adressent en essentiel à l'opinion publique pour la rassurer que oui, on fait des choses et que tout est sous contrôle. Mais ça va se heurter de plein fouet à la réalité, parce que la réalité finit toujours par s'imposer à la volonté politique, dans la mesure où la volonté politique, sans les moyens qui vont avec, c'est du yaka faucon. Et ça, c'est pas sérieux dans la séquence dans laquelle nous sommes. Ok, oui. Oh. Alors, attends. Oui, je ne sais pas si je reprends. On m'entend là quand je reprends la parole? Oui, Oui, on t'entend. Ouais. Ok. Oui, ben merci beaucoup. Hein. Enfin, finalement, là, vous avez balayé tout le champ des questions posées, c'est-à-dire à la fois ce qu'on peut tirer de positif, les manquements véritablement de l'État. en fait, mon idée, c'est que l'école, elle soit pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'opposer ceux qui vont bien avec ceux qui vont mal, c'est qu'elle doit s'adresser à tous les élèves. Et on fait le pari, comme je disais tout à l'heure, que si elle s'adresse pour les élèves qui ont du mal, ceux qui vont mal, ceux qui sont fragiles, elle s'adressera aussi à ceux qui ne le sont pas. Donc là, c'est pour ça que je parle d'inversion de la grammaire. Euh, quand je dis ça, c'est que euh, la question qui se pose, euh, c'est d'accepter qu'il n'y aura pas d'école d'ici au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. D'ailleurs, c'était déjà pas le cas. C'est-à-dire que la reconquête du mois de juin, par exemple, en collège ou en lycée, est une réalité. Puisque par définition, quand les établissements étaient des centres d'examen, beaucoup de collégiens et beaucoup de lycéens n'avaient plus cours au mois de juin. Donc, cette réalité du mois de juin, qui servirait à rattraper du retard, est juste un effet marketing. C'est même un peu cynique d'une certaine façon de vouloir instrumentaliser la difficulté pour faire passer une vision de l'école qui doit à tout prix continuer à mettre des notes, continuer. Enfin, tout ça n'est pas responsable. Tout ça n'est pas responsable parce que dans tout ça, on oublie le moral et la psyché des gens. C'est-à-dire que, comme je me plais à dire, les enfants, comme les adultes, ont été confrontés de près ou de loin au Covid, donc à la mort. Et que on ne reprend pas l'école avec un enseignant pour parler de ça comme ça. Quand vous êtes un élève ou deux ou trois dans une classe, je pense notamment dans le Grand Est, par exemple, où il y a eu beaucoup de cas de décès, ou à Creil, pas très loin de Paris, et que vous avez trois élèves ou deux élèves qui ont eu un décès dans leur famille, euh, ils vont devoir passer le bac français aussi. Bah, vous voyez, c'est toute cette logique un peu militaire, en fait, de dire on y va, yaka faucon, hop hop hop, et on fait passer le bac aux élèves de français aux élèves de première, et tous les autres sont en contrôle continu. On reprend au mois de juin, et on va mettre des notes et on va évaluer l'assiduité. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'assiduité en période de confinement? Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça ne s'appuie sur rien de comment dire, de généralisable. Parce que chaque famille et chaque enfant a subi cette situation de façon différente. Les enfants comme les adultes ont été dans une situation d'enfermement. Quand on est dans une situation d'enfermement, il y a deux choses qui rendent dingue. D'ailleurs, toutes les études sociologiques sur les prisons le disent. C'est la promiscuité et la chaleur. La chaleur, ça va venir, puisqu'on attend la canicule d'après ce que disent les spécialistes du GIEC. Par contre, la promiscuité, on a été dedans. Comment est-ce qu'on peut demander aux élèves d'étudier dans des conditions de promiscuité et d'enfermement et de surpopulation dans certains quartiers? Quand je dis que pour les élèves les plus fragiles, ceux que vous citez, ce qui a été intéressant pour eux dans la séquence, c'est d'abord que ça a créé des solidarités dans certains quartiers qui ont été extrêmement visibles. Qui a d'ailleurs été la réponse à toutes celles et ceux dont certains font partie de vos collègues dans l'Assemblée parlementaire,
dans d'autres groupes, qui ont préféré pointer du doigt, en particulier les banlieues, en disant qu'en banlieue, on ne respectait pas le confinement, et qu'à Paris, en l'occurrence, on partait en voyage, avec une vision très criminalisante de la banlieue, alors qu'en même temps, ces mêmes jeunes étaient en train d'organiser des solidarités locales pour faire les courses et alimenter les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Je pense à Clichy-sous-Bois, en ce moment même, où est organisée des distributions alimentaires pour les personnes qui sont en grande précarité, qui sont dans les journaux, mais qui sont très curieusement peu relayées. C'est-à-dire que ces jeunes-là se sont organisés aussi. Ils se sont organisés parce que pour eux, la puissance publique est parfois un souvenir. Quand je dis parfois, c'est qu'elle se déguise en souvenir. Elle n'est pas présente. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'école étant au cœur de ces quartiers-là, elle ne pourra pas reprendre comme si la population, par elle-même, n'avait pas répondu à ses propres contradictions, y compris ses contradictions éducatives. Par exemple, quand vous avez dans une même tour d'immeuble des familles qui ont mis à disposition des autres les élèves qui étaient les plus débrouillards, qui étaient les plus autonomes ou qui avaient mieux compris certains aspects des exigences académiques des enseignants et qui descendaient la cage d'escalier pour aller expliquer aux voisins, au fils de la voisine ou du voisin, pardon, le cours qu'ils n'avaient pas compris. Ces solidarités ont existé pour ces élèves-là. Ce qui veut dire que pour ces élèves-là, pour certains évidemment, pas pour tous, ça a permis de renforcer aussi les connaissances. Et c'est d'ailleurs ce que nous préconisons de faire avant la crise. C'est-à-dire une école de la coopération, c'est pas seulement une école qui est dans une coopération économique. C'est pas que cette vision-là. C'est que les élèves qui réussissent le mieux, ceux qui comprennent le mieux, dans l'école de la République et dans l'école publique, ont le devoir d'être au service de leurs camarades de classe, parce que c'est précisément de cette façon-là qu'on fait société, qu'on peut résister à la pandémie ensemble, et surtout qu'on renforce les connaissances, parce qu'on est amené à expliquer quelque chose qui peut être virtuel en faisant juste un examen avec une note à la fin. C'est-à-dire que cette école où on cherche que les élèves aient une bonne note, sans se soucier que son voisin l'ait aussi, c'est ça aussi qui a permis à ces élèves les plus fragiles, ou ceux qui sont dans une situation de précarité, de résister aussi à la pression académique qui a été mise avec injonction ministérielle de maintenir la continuité pédagogique, de continuer à mettre des notes, etc. C'est-à-dire que la démerde sociale qui s'est mise en place a été une réponse, en fait, à l'injonction ministérielle qui, même si elle était hors sol, a provoqué des élans de solidarité et de coopération dans les quartiers les plus précarisés. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait oublié, ce qu'on appelle en fait la culture populaire. Ça, c'est la culture populaire. Voilà. La culture populaire, c'est pas être pauvre. La culture populaire, c'est pas appartenir à une classe sociale. La culture populaire, ça sous-entend qu'il y a de l'entraide, une solidarité qui permet en fait de faire face aux difficultés dans l'entraide et non pas en se réfugiant dans le chacun pour soi et en essayant d'écraser la gueule de son voisin pour mieux s'en sortir parce qu'in fine, si l'autre y crève, tant pis, c'est de sa faute. Il avait qu'à réussir, il avait qu'à plus travailler. C'était ça qui dominait la culture française juste avant le Covid. Et cette inversion a été très intéressante et très intelligente. Par exemple, sur la question de la rupture numérique, aujourd'hui, la rupture numérique, en vrai, les familles s'en sont accommodées. Qui sur son téléphone portable, qui sur son ordinateur. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les gens se sont organisés. La question, ce n'est pas une question d'équipement seulement, c'est une question d'usage. Parce que la révolution numérique, si on peut l'appeler comme ça, ce n'est pas seulement de l'équipement. C'est ce qu'amène le numérique, c'est ce qu'amène le digital. Soit on utilise le numérique pour, entre guillemets, prolétariser à la fois l'enseignant et l'élève à travers des process qui sont automatisables et qui doivent être les mêmes partout, soit on utilise le numérique comme un outil de lien qui permet d'avoir accès aux connaissances et au savoir, et du coup l'enseignant change son métier, ou il redevient son métier. Il redevient ce que le philosophe allemand appelle le berger de l'âme. C'est-à-dire qu'il a un rôle dans la classe qui n'est pas un adulte qui est dépositaire d'une érudition, mais qui est là pour faire avancer et progresser les élèves par rapport à leur projet personnel. Et on voit bien que dans la séquence, la puissance publique n'a pas pu s'adapter à ça. Par exemple, Parcoursup. Parcoursup n'a pas pu prendre en compte, par exemple, les élèves qui ont choisi, dans la période de Covid, de changer de filière. Par exemple, un enfant qui, dans la séquence, a trouvé que être utile, plutôt que d'être comptable, c'est d'être boulanger, et ben en fait, lui, il ne va pas être boulanger. Parce que dans ses choix, c'est être comptable. Donc, il est orienté dans un post-bac qui s'oriente vers la comptabilité. Alors qu'il aurait très bien pu s'orienter vers autre chose.
Alors, je prends des exemples évidemment qui sont caricaturaux extrêmes, mais c'est l'incapacité aujourd'hui de notre pays à pouvoir répondre aux aspirations et aux volontés de choisir son destin. Et là, l'école française a été bousculée, mais elle est bousculée depuis Parcoursup parce que le bac, en fait, n'existe plus dans notre pays. Pourquoi je dis qu'il n'existe plus? Parce que l'originalité française, c'était que le baccalauréat ne sanctionnait pas que les profs de terminale. Le baccalauréat était le premier diplôme universitaire, certes, mais qui sanctionnait en fait toute une scolarité. La scolarité d'un enfant, c'est pas que l'année de terminale. Ça commence en maternelle et pour certains dès la crèche. C'est-à-dire que le baccalauréat agit dans notre pays comme un fétiche, comme un totem, au sens freudien du terme, qui d'une certaine façon rappelle tous les débats qui ont eu lieu sur le brevet des collèges quand petit à petit il a commencé à perdre de sa superbe. La question, c'est pas le fétiche du bac. La question, c'est pas le fétiche de cette idée que l'examen est le même partout en France. Ce n'est pas vrai. Les bacs français sont locaux, tout simplement parce que les bacs français, la représentation qu'ils ont répond du lycée d'origine dans lequel est l'élève. La représentation subjective du recrutement d'un élève de terminale qui vient d'un lycée de Seine-Saint-Denis n'est absolument pas la même que celle d'un élève qui vient d'un lycée d'élite du centre de Paris. Les représentations et les subjectivités en termes de représentation sociale sont beaucoup plus déterminantes que les notes qui figurent sur un carnet de notes ou sur une mention de baccalauréat. Pourquoi je dis ça? C'est que l'originalité du système français ne résidait pas sur le fait d'avoir ou pas son bac. L'originalité du système français signifiait que quand on avait son bac, on pouvait choisir la filière de son choix. Or ça a été abandonné avec l'avènement de Parcoursup. Sur le dos de la technicité, sur le dos de la lutte contre les inégalités, sur le dos de la lutte de l'homogénéité républicaine, de l'égalité, de la fraternité, on a au contraire enfermé les enfants dans des algorithmes dont les choix qui sont faits dès la classe de seconde sont infiniment déterminants pour l'orientation qui va être proposée lors d'une sélection qui aura lieu entre l'année terminale et l'année du post-bac. Et ce que je vous dis là est valable autant pour les filières générales que pour les filières professionnelles dont on oublie énormément qu'ils représentent pour plus de 40% le nombre de bacheliers dans notre pays. Ça dit des choses. Ça dit des choses. C'est-à-dire que l'image qu'on a du baccalauréat, qui serait essentiellement les anciennes filières A, B, S, etc. Excusez-moi, j'ai 45 ans, je parle comme un vieux. C'est exactement la vision qu'on a du baccalauréat, c'est-à-dire que les filières professionnelles dans notre pays sont tellement peu considérées qu'on ne dit même pas qu'elles représentent quasiment la moitié des bacheliers de notre pays. Ces représentations-là s'invitent dans la sélection de Parcoursup. Et ces représentations-là font qu'un élève qui, en première année d'université, choisit de se réorienter est vécu comme un décrocheur, est identifié comme un décrocheur, alors que c'est juste des élèves qui, pour beaucoup, ont découvert à l'université d'autres élèves, d'autres étudiants qui leur ont ouvert d'autres horizons qu'ils ne soupçonnaient même pas dans l'univers du lycée, tellement les frontières sont comment dire, imperméables entre le lycée et l'université, qu'on n'imagine même pas que ces élèves-là juste se réorientent, par exemple, d'histoire en économie, d'économie en lettres. C'est-à-dire qu'en France, on a du mal à concevoir qu'on a le droit de changer, on a le droit d'évoluer et on a le droit aussi de choisir son avenir. À tel point que dans plein de pays du monde, l'année après le bac, c'est-à-dire après le lycée, est une année de césure. En France, si on prend une année de césure, c'est au secours pour revenir dans le système normal. La France n'est pas faite pour faire des interruptions de scolarité parce que la norme s'impose à tous. Et cette norme-là est un frein. Est un frein en particulier dans ce moment parce que ces rigidités de notre système éducatif ont été des réels obstacles à pouvoir faire face au Covid-19 et à la période de confinement scolaire dans laquelle on s'est trouvé. J'ai une question, Rodrigo Arenas. Alors, moi, je suis Alexandre Rochen, je suis animateur du. Alors juste, attends, Alexandre, juste je coupe exprès, je coupe. Moi, j'ai programmé la réunion 1 heure, donc il reste 5 minutes en vérité. Une question que vous avez beaucoup abordé la thématique numérique à travers notamment l'aspect algorithmique sur APB puis Parcoursup par Ouais. la suite. Moi, j'ai quelques questions rapides. Première question, au cours de cette période de confinement, les différents services du ministère de l'Éducation nationale, les services en ligne, et un petit peu mis en tension d'élèves placés en situation de confinement en France, et développé autour de ça une forme d'économie sur des plateformes privées qui proposaient des solutions à la fois aux enseignants, aux élèves et aux parents, des plateformes un peu privées. Qu'est-ce que vous pensez du développement de ces activités d'entreprises privées autour
autour de l'éducation en période de confinement, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui sont un petit peu à l'affût et déjà depuis très longtemps du système éducatif qui est une compétence régalienne auquel les entreprises privées ont un peu plus de difficultés à percer que dans d'autres secteurs. Quel est aussi votre point de vue sur la question des données personnelles des mineurs, au moment où les mineurs ont parfois eu des utilisations de plateformes privées dans le cadre du processus éducatif? Et enfin, ma troisième et dernière question, c'est quel est votre point de vue sur la diversité des horizons socio-professionnels, des âges, la problématique de l'illettrisme, notamment chez certaines familles, et donc de leur fragilité face à l'outil numérique comme question des plateformes privées et des entreprises qui proposent leurs services aux élèves, aux parents, aux professeurs, la question des données personnelles des mineurs face au fait que parfois les enseignants n'ont pas forcément eu le choix que d'aller parfois sur des plateformes privées. Et enfin, dernière question, la question de la fracture numérique sous toutes ses facettes, c'est-à-dire manque de savoir-faire numérique, illettrisme, catégories socio-professionnelles compliquées, abonnement Internet avec des débits très différents et des savoir-faire sur les réseaux qui sont différents. Alors, en 5 minutes, je vais avoir du mal, mais on va essayer. L'école est un acteur économique. C'est-à-dire qu'à travers la commande publique, il est d'ailleurs un des principaux acteurs économiques, y compris en termes de digital. C'est-à-dire quand l'éducation nationale est le premier employeur de France, avec son plus de 1 million de salariés, et qu'ils doivent être mieux au diapason du numérique, évidemment que former, ce qu'on organise la puissance publique pour produire ses propres outils. Et on peut faire. Parce qu'il y a une vraie tension qui va sortir après le confinement. C'est est-ce qu'on va livrer en fait l'école au GAFA, comme le font d'ailleurs certaines collectivités locales en équipant leurs écoles avec des ordinateurs offerts par Microsoft avec tout l'environnement qui va avec, ou est-ce qu'au contraire, on va produire, en faisant appel, par exemple en France, au monde du logiciel libre, les logiciels adaptés aux enfants sont incontournables. Euh, je dis ça pourquoi? C'est que rien n'empêche la France de se doter de serveurs nationaux qui respectent les règles de protection de données personnelles. Rien n'empêche la France d'organiser un appel à projet des Fab Labs, peu importe le mot qu'on voudrait avoir en fonction de la dimension évidemment des choses logiciels, et que ce soit des logiciels qui soient estampillés Made in France. Made in France, je veux dire, qui dépendent de la puissance publique. Parce que la question de la production logicielle, c'est pas parce qu'elle est faite à l'international qu'on doit s'en passer. Ça veut dire qu'à un moment donné, le cahier des charges et aussi la façon dont on l'intègre dans le système français doit dépendre de la puissance publique française, c'est-à-dire que la puissance publique française apporte les garanties que les données personnelles seront protégées, ce qui n'a pas été le cas pendant la période de confinement. Pendant la période de confinement, il y a des logiciels qui ont été utilisés par les enseignants, par les élèves et même par l'éducation nationale, qui sont des logiciels qui ne protègent pas les données personnelles. Dans la période de confinement, il y a des enseignants, des élèves, y compris des autorités publiques elles-mêmes, d'ailleurs vous-même, en utilisant Zoom, qui utilisaient des logiciels qui étaient dans un business de vente de données personnelles à des GAFA. Et d'ailleurs, ce qu'utilisait Zoom a dû, dans l'urgence, annoncer à tous ses utilisateurs que désormais, il ne transmettait plus les données personnelles à Facebook parce qu'il voyait bien qu'il y avait une grande défiance qui se montait, parce que le public français est très averti sur ces questions-là aussi. Voilà, du numérique sont quand même assez véhiculés pour les utilisateurs de ces logiciels-là. Donc la question qui se pose, c'est il me semble que si l'école n'est pas un business, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas un acteur économique et qu'elle ne peut pas, au contraire, elle doit aujourd'hui utiliser les développeurs, notamment dans le monde du logiciel libre, pardon, qui sont engagés depuis des années sur la protection des données, la production de logiciels qui travaillent justement dans l'apport quasi désintéressé, en fait, parce que quand ils travaillent et qu'ils sont payés, c'est juste ridicule par rapport à ce que fait payer Microsoft, Google, etc. C'est simplement que ce soit ces développeurs-là qui soient, convoqués par la puissance publique pour qu'ils produisent des logiciels adaptés aux besoins de l'école française, avec du sens, avec des objectifs, et que des serveurs soient localisés et dépendants de la puissance publique française pour que les données personnelles puissent être respectées. Je vous dis ça pourquoi?
Dans un gouvernement précédent, heu, il y avait la volonté d'équiper les écoles françaises de Microsoft et c'était quelque chose qui venait du ministère en Seine-Saint-Denis et nous avions, menacé de poursuivre l'État en justice parce que tout simplement, à l'époque, on savait, il y avait eu un précédent en Irlande, les GAFA, en l'occurrence Microsoft, Google et tous ceux que vous pouvez imaginer derrière, ne pouvaient pas protéger les données personnelles, même s'ils signaient la charte de la CNIL parce qu'elles dépendent du Patriot Act. Et dans cette situation, si les États-Unis, et en l'occurrence les services des États-Unis de renseignement devaient être fournis pour des raisons d'intelligence et de sécurité nationale, même s'ils étaient basés en France, ils ne pouvaient pas s'opposer à la transmission de ces données à une nation qui avait des intérêts différents de ceux de notre pays et que, en l'occurrence, les données personnelles ne pouvaient pas être protégées. Cette situation est toujours valable. Elle existe toujours. C'est pour cela que ce n'est pas du cocorico qu'il s'agit de mettre en œuvre. C'est simplement que la France, parce qu'elle est signataire d'un certain nombre de traités et un certain nombre d'obligations et un certain nombre de lois qui dépendent à la fois des lois françaises, mais aussi des lois européennes, je pense à Adopi notamment, etc., un ou deux, elle devra être dans l'obligation de répondre à ses obligations légales de protection des données, sauf à se mettre hors la loi, et donc avoir de potentiellement pouvoir la poursuivre en justice. C'est ces actions, en fait, au développement des logiciels libres, à la localisation de serveurs sur le territoire national, pour faire dépendre, en fait, les outils qui seraient développés de la législation en cours en France, qui est une législation qui protège assez bien quand même les utilisateurs, contrairement à d'autres pays dans lesquels c'est la loi de la jungle sur ces questions-là. Sur l'illettrisme sur l'illettrisme, je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas confondre illettrisme et allophone. Et dans notre pays, on confond souvent les deux. Être allophone, ce n'est pas être illettré. C'est-à-dire qu'on a la maîtrise d'une autre langue, à la fois parlée, écrite et lue, qui, ce n'est pas parce qu'on ne lit pas et qu'on n'écrit pas le français que pour autant, on n'a pas une forme de communication qui est à travers l'écriture. Donc, je fais juste cette précision parce que souvent, on a ces confusions-là. Je ne dis pas que c'est la vôtre, évidemment, mais souvent, on a ces confusions-là quand on est. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, je passais des missions laïques. C'est-à-dire que les écoles des Français de l'étranger, et en particulier l'institution que je cible, qui travaille justement dans ce sens-là en développant l'enseignement à distance, a affaire à des publics qui, pour le coup, sont allophones. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas la langue française. Et pour autant, il faut communiquer avec eux. C'est-à-dire que dans leur pratique de lien avec les parents, donc de lien avec les élèves, et lien aussi avec leurs enseignants, et les liens des uns avec les autres, cette problématique de la distance de la langue n'est pas un problème. Cette problématique de la langue n'est un problème que pour ceux qui veulent instrumentaliser une sorte de stigmatisation de l'immigration dans notre pays pour dire que quand on est immigré, forcément, on ne peut pas comprendre l'école française. C'est d'autant plus idiot que je suis le pur produit de l'école française en sachant que mes parents, en arrivant dans ce pays, étaient allophones. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut faire à condition de sortir des postures, de sortir des discriminations et de faire en sorte que l'école s'adresse à tous les parents en s'adaptant, non pas pour quelque part affaiblir l'école, mais au contraire se nourrir des expériences qui viennent de tous les endroits de la planète. Et il me semble, en tout cas j'en suis convaincu, que la période de pandémie dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la question des interdépendances entre les peuples, entre les petits pays, les grands pays, les pays moyens, ceux qui sont plus. Si aujourd'hui nous restons dans cette vision franco-française sans tenir compte que la barrière de la langue n'est pas un problème et que les outils numériques doivent justement permettre de travailler cette interdépendance parce que nous sommes un pays dans une planète. Rodrigo Arenas, juste ma question en fait se voulait un peu plus, comment dire, globale. C'est-à-dire Ah bah quand. là, sur la planète, je suis global. Hein. Non, non, ce que je voulais dire, c'est quand je parlais par exemple de l'exemple de Oui. l'illettrisme, c'est un des facteurs qui rentre dans le cadre de l'électronisme ou de la précarité numérique, c'est-à-dire des barrières, des filtres qui peuvent parfois empêcher d'utiliser des outils mis à disposition par l'éducation nationale pour essayer d'assurer la continuité pédagogique. Donc, ça peut être l'illettrisme, ça peut être les catégories socio-professionnelles et la question du budget du foyer qui ne permet pas d'avoir accès à une bonne connexion Ouais. Internet fiable
ou à un bon terminal de connexion, que ce soit une tablette ou un ordinateur, voire parfois une imprimante parce que ça coûte cher d'imprimer. Et c'est également la question du savoir-faire numérique, c'est-à-dire est-ce que moi en tant que parent je sais manipuler l'outil numérique. Donc c'est en fait tout un ensemble d'ingrédients que j'ai essayé de Non, mettre en avant le dans. truc, c'est que, d'abord, par exemple, sur Google, il y a un truc qui s'appelle Google Translator. C'est-à-dire que, bon, là, pour le coup, c'est un GAFA, mais rien n'empêche que la puissance publique se dote d'un éducation nationale translator. C'est-à-dire que c'est écrit en français, mais qu'il y a une application qui va avec, qui permet justement de traduire dans diverses langues ce qui est donné par l'éducation nationale. Ça doit être complémentaire aussi d'autres politiques publiques qui visent aussi à l'apprentissage de la langue française pour les résidents. C'est-à-dire que tout n'est pas dans tout, mais tout est complémentaire. C'est-à-dire que la puissance publique ne se résume pas à l'école. Aujourd'hui, on sait qu'on a appauvri notamment toutes les associations, parce que c'est fondamentalement des associations qui étaient en charge notamment des cours de français langue étrangère pour les, euh, les immigrations qui arrivaient sur le territoire, qui bossent sur le territoire, mais pour qui c'est très compliqué aujourd'hui de suivre ces cours d'apprentissage de la langue française. Donc, je ne rentre même pas dans les instrumentalisations de tout ça. Mais donc, ce qui veut dire que l'outil numérique n'est pas une fin en soi. Elle est un outil, mais elle n'est pas le seul. Et rien ne remplacera la relation quotidienne. Parce que ce qui se noue comme relation, indépendamment de la langue, entre le parent et l'enseignant, c'est-à-dire le premier contact avec l'école, c'est avant tout une relation de confiance. Et cette relation de confiance, ce n'est pas un logiciel. C'est-à-dire qu'on ne remplacera pas la relation humaine. Donc, ma réponse, elle est assez simple, c'est que oui, il faut former au numérique, y compris les personnes qui sont les plus éloignées de l'école. On dit ça de façon pour mettre les gens un peu dans des cases un peu techniques. C'est la question, c'est que rien ne remplacera cette relation de proximité, à condition que les incompréhensions du système scolaire ne soient pas vécues comme des vecteurs de discrimination et de mise à l'écart, mais au contraire mobilisent les politiques publiques pour avoir un facteur d'intégration de celles et ceux qui sont alignés de l'école. Et j'ai envie de vous dire, c'est valable pour les parents qui sont, comme vous dites, illettrés, mais c'est aussi valable pour les parents qui sont sourds-muets. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez les premiers parents sourds-muets de France ont été élus pour la première fois dans un conseil d'administration à l'initiative de la FCPE avec notre soutien en région Midi-Pyrénées, en banlieue de Toulouse. C'est-à-dire que cette problématique-là de l'intégration des parents qui ne correspondent pas à l'image idéale qu'on se fait d'un parent relève des mêmes constructions qu'on a d'une école qui se construit à travers une image complètement idéalisée de ce qu'est le bon élève. Il n'y a pas de bon élève, il n'y a pas de bons parents. Mais de la même façon, d'ailleurs, il n'y en a pas de mauvais. C'est-à-dire que de la même façon que nous prenons une école qui se construit à partir des plus fragiles, nous devons aussi avoir une école qui se construit à partir des parents les plus fragiles. Et cette fragilité d'accès que vous ciblez par rapport au numérique, c'est la vie. C'est la vie tout simplement. Et tous les outils numériques du monde ne remplaceront pas cette relation humaine. Quand vous avez des parents qui divorcent, je prenais cet exemple-là tout à l'heure, eh ben on ne peut pas demander à ces parents-là d'avoir la même attention et le même suivi éducatif, psychologique et scolaire de son enfant que quand il n'avait pas divorcé, parce que par définition, un divorce est une déchirure. Donc, comment on réagit à ça? Eh ben, on réagit par la parole. Et vous savez, quand vous êtes dans ces situations-là, soit vous faites appel à un professionnel pour accompagner parce que vous ne savez pas faire, soit vous faites de la façon la plus simple du monde, on fait de l'amour. Parce que l'école, il faut arrêter que l'école soit un lieu de souffrance, que ce soit y compris un lieu de souffrance numérique, ou parce qu'on n'a pas le dernier téléphone à la mode, on est has-been. Parce qu'on n'a pas le dernier logiciel avec la dernière mise à jour, on est complètement en dehors du monde. C'est toutes ces représentations qui sont des représentations très commerciales, en fait, de l'approche du numérique, qui du coup se heurtent à une conception qui n'est pas une conception numérique, mais une conception digitale du numérique, c'est-à-dire qui fait appel au travail et non pas à la consommation, qui est au cœur du problème. On n'est pas obligé d'avoir des outils numériques qui, quand on consulte une donnée de savoir, YouTube pour ne pas les nommer, on est obligé de se taper 4 pubs qui expliquent qu'il faut s'acheter les dernières baskets à 1000 balles à la mode. On n'est pas obligé de faire ça. Pour ça, la puissance publique a un rôle central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France doit se doter d'une sorte de YouTube de l'éducation qui permettent de recevoir des ressources qui ne soient pas que des ressources académiques au sens stricto sensu du terme, mais qui permettent d'avoir accès au monde scolaire, au monde éducatif, au monde du savoir, autrement qu'en étant ciblés pour devenir des consommateurs en puissance. Parce que cette utilisation des outils numériques est une déviance civilisationnelle
qui fait qu'un utilisateur des outils numériques qui sont un enfant, un adulte, une personne âgée et même aujourd'hui des enfants en bas âge sont des consommateurs en puissance qu'il faut formater pour pouvoir avoir accès au grand marché international en achetant sur Amazon, sur Wish ou je ne sais pas quoi, y compris dans les fournitures scolaires, je digresse 2 secondes, des fournitures scolaires dont les parents ne savent même pas que pour certaines, elles sont fabriquées par des enfants à l'autre bout de la planète ou alors par des prisonniers dans des prisons à l'autre bout du monde. C'est ça la responsabilité de l'État. C'est ça la responsabilité de normer et de réguler l'intérêt de l'outil numérique en milieu scolaire. Les outils numériques en milieu scolaire, que ça s'adresse aux enfants, aux parents ou à la communauté éducative dans son ensemble, ne peut pas se dispenser d'orientation, de sens, d'objectifs et aussi d'une éthique. C'est cela qui est au cœur de l'école parce que tout le monde est éducable. C'est le propre de la France. C'est le propre y compris de son système pénal et son système carcéral. C'est que tout le monde est éducable. Donc, si un parent a accès à un outil numérique parce qu'il est éloigné de l'école, qu'il soit illettré ou autre, peu importe la raison pour laquelle il est éloigné de l'école, eh ben, on peut éduquer, non pas pour le normer, mais au contraire pour lui permettre de s'intégrer dans une communauté éducative qui aujourd'hui est la nouvelle agora de la République. Quand je dis nouvelle agora, c'est parce que c'est aujourd'hui l'école est le seul endroit relativement pacifié dans lequel les enjeux de société peuvent s'exprimer, peuvent être traités, parce qu'on y parle de l'avenir des enfants. À l'école, les débats sont largement plus intéressants que les talk-shows qu'on peut regarder à la télé, qui sont pour certains obscènes. Et ce sont ceux-là que regardent nos enfants. Ce sont ceux-là que regardent les parents. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre les enfants devant des émissions où la grosse éclate, c'est de mettre la main dans le slip d'un chroniqueur en ayant pris soin d'y mettre des spaghettis un peu avant. On n'est pas obligé de faire ça. On peut éduquer aussi à ça. Mais pour ça, il faut proposer une alternative. Il faut proposer, par exemple, ce que nous avions préconisé au début du confinement et qui a été mis en œuvre par la puissance publique, tant mieux, c'est que les chaînes publiques, par exemple, de télévision et de radio, mettent à disposition leur programme éducatif et pédagogique en direction des enfants en période de confinement parce qu'on savait que ça allait être long. Tout ça est perfectible, tout ça est améliorable. Mais de quoi on est en train de parler? C'est que qu'on soit un parent éloigné de l'école, illettré, allophone, peu importe la raison, on a le droit d'avoir accès au savoir, on a le droit d'avoir accès à l'éducation, parce que la République et la démocratie, les valeurs de la République sans savoir et sans éducation, c'est la posture, l'obscurantisme et le dogmatisme. Et c'est bien de cela dont on doit se prémunir. Parce que si l'école ne joue plus ce rôle-là, que ce soit pour des adultes ou pour des enfants, nous allons vers un système qui va être compliqué, qui est que c'est celui qui a gueule le plus fort qui a raison, et c'est celui qui a l'usage de la force légitime, comme dirait l'autre, qui va prendre le pas sur ceux qui oseraient dresser la tête, des élèves qui ont subi des agressions policières, notamment devant les lycées, quand ils ont levé la tête face aux tracés. Et on sait, pour ceux comme moi qui venons d'un autre continent, l'Amérique du Sud pour ne pas la citer, que l'usage de la force légitime peut très vite devenir quelque chose de tout à fait relatif. Bon, que pensez-vous donc de la reprise le 11 mai? Comment vous allez vous positionner, vous, parents de la FCPE, rapidement? Nos positionnements sont publics, c'est-à-dire que nous, on considère que la reprise ne peut pas se faire si les gestes barrières ne sont pas respectés déjà pour commencer. Et on fait confiance en fait à la démocratie scolaire, c'est-à-dire qu'on fait confiance à ceux qui font l'école des établissements pour voir si c'est possible ou pas. La question de la sortie du confinement, pour nous, que ce soit le 11 mai ou plus tard, c'est pas tellement de problème, c'est que ce soit un accueil et on pense en l'occurrence que les élèves les plus fragiles, ceux pour qui est censé être fait le confinement, ce qui à mon avis s'éloigne de plus en plus de cet objectif-là, mais peu importe, c'est pas le lieu des polémiques dans cette audition, c'est que ces enfants-là, en fait, il faut les sortir des quartiers. Donc les sortir des quartiers, ça veut dire par exemple utiliser tous les centres de vacances qui en ce moment sont vides, tous les centres de vacances qui sont dans le domaine, par exemple, des comités d'entreprise, Ah qui oui, aujourd'hui non, ne sont ça, pas utilisés, avec les animateurs non, formés bah, et les enseignants volontaires qui sont dans le domaine des associations qu'on appelle d'éducation populaire, parce que l'important, c'est ce que vous dites, c'est la bienveillance, c'est prendre soin des enfants. C'est une école du soin, donc, plus qu'une école de la bienveillance, c'est une école du soin dont nous avons besoin. Et donc, c'est ça l'urgence. Donc, c'est pas forcément aller à l'école. C'est permettre aux enfants de sortir du quartier, d'autant plus qu'en période de confinement, notamment dans les banlieues, parce que je connais un peu ce territoire-là, on sait qu'il y a un affrontement qui est en train de se mettre en place entre ceux qui organisent le trafic et les forces de l'ordre et que les enfants peuvent être pris au milieu de cet affrontement-là. Et c'est bien de cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'une école qui prenne soin de ses enfants, c'est avant tout les sortir de leur quartier parce qu'ils ont besoin d'être protégés, mais aussi besoin de souffler.
et on ne souffle pas. Si on va à l'école pendant 4 heures en demi-journée, par exemple, parce qu'il y a des demi-groupes, ou même toute la journée, et qu'on retourne le soir dans son appartement, confiné, en surpopulation, avec des problèmes de nutrition, avec des problèmes de surpopulation, comme je viens de le dire d'une certaine façon, même si dans surpopulation, il n'y a pas de vision négative dans ma part, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes par rapport au mètre carré disponible dans les Mmh. politiques de notre pays. C'est des enfants qui n'ont pas d'endroit où aller jouer, alors Mmh. que le jeu est central dans l'éducation d'un enfant, en particulier dans le plus bas âge. On sait que pour les enseignants, beaucoup passent par le jeu pour pouvoir atteindre les connaissances et atteindre les programmes, y compris au lycée. Hein, il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent le jeu pour faire passer un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, c'est tout ça aujourd'hui qui n'est pas possible. C'est-à-dire que la rentrée du 11 mai, on a quand même le sentiment qu'elle ne se fait pas pour les élèves les plus fragiles, pour d'autres raisons qui ne nous appartiennent pas de commenter, parce que ce n'est pas notre rôle de le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve très surprenant la coïncidence de l'ouverture des écoles avec la baisse de revenus potentielle qui va arriver à partir du 1er mai, avec le changement de statut par rapport aux compensations de revenus des parents qui jusqu'à présent gardaient les enfants, pour beaucoup, et qui vont devoir aller travailler, sauf à envisager une baisse de revenus. Cette situation-là est une situation qui est assez compliqué pour les parents parce qu'ils vont devoir arbitrer entre la santé de leurs enfants, même si apparemment ils n'ont pas de charge létale, mais ils peuvent contaminer l'ensemble de la société et aller travailler, se rendre sur leur lieu de travail. Ça, c'est très compliqué. Donc, voilà, le 11 mai, oui, à condition que les gestes barrières soient respectés et que enfin on change les pratiques et qu'on arrête d'harceler les enfants et les parents en faisant croire que le mois de mai et de juin, ça va être l'école comme avant et qu'on continue à mettre des notes, à faire des examens. Mais Mmh. qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous savez, on a le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment, qu'on a une idée un peu curieuse qui commence à sortir d'ailleurs dans certains médias, que les parents et les Français seraient dans un apéro permanent 24 heures de 24 depuis 5 semaines, que les parents seraient en vacances chez eux, parce que d'ailleurs pour certains, ils ont des jardins, quelle chance. Cette vision des adultes est une vision dépassée, qui repose sur des stratagèmes psychologiques et sociaux et sociologiques qui reposent plus sur des volontés de contrôle social de l'opinion que sur une réelle volonté de se poser les questions sur quelle doit être l'école à la sortie du confinement. Ces questions-là ne sont pas posées parce que la question qui est posée, c'est comment on reprend l'école plutôt que pourquoi on reprend l'école.